Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la séance 5. Donc, nous allons étudier le principe 3 qui est intitulé le principe de l'amour. Et comme d'habitude, on commence avec la définition du mot amour. C'est quoi l'amour? En réalité, quand on regarde les dictionnaires nous disent que l'amour est un mouvement de dévotion que porte un être envers une divinité, envers une entité idéalisée. C'est une adhésion, par exemple, à une idée, un idéal. Or, c'est un intérêt, un goût très, très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses. J'aime les mangues, j'aime les oranges, j'aime le chocolat, pour une quelconque source de plaisir ou de satisfaction. Aussi, l'amour peut être considéré comme une affection, une tendresse entre les membres d'une famille. J'aime mon enfant, j'aime ma fille, j'aime ma soeur. Donc, c'est aussi une inclinaison d'une personne pour une autre à caractère passionnel ou même sexuel pour des liaisons sentimentales. Alors, c'est une définition générique. Nous allons passer maintenant au principe de l'amour, mais avant de pouvoir effectivement expliquer le principe de l'amour, nous allons expliquer un peu ce que c'est que l'amour romantique. Vous savez, en 1956, dans son livre intitulé L'art d'aimer, le psychologue Erich Fromm a contesté la notion de l'amour en tant que ce phénomène qui se produit par hasard sans notre contrôle. Selon lui, donc, Fromm, c'était une erreur courante de confondre le sentiment intense que nous éprouvons lorsque nous tombons amoureux au début d'une relation amoureuse avec le vrai amour. La période passionnée et obsessionnelle dont nous rêvons tant, en raison de toute son excitation, peut faire partie d'une relation amoureuse, mais pas de l'amour lui-même. Ce n'est qu'une phase et elle ne durera pas. Alors, des études récentes en neurosciences viennent de confirmer en réalité la théorie de Fromm qui différencie clairement la phase précoce quand on tombe amoureux et la période d'un engagement à long terme en détectant même des activités distinctes dans notre sang et dans notre cerveau. Les chercheurs ont étudié les personnes qui viennent de tomber amoureux et celles qui sont dans les relations à long terme. Une observation montre que le schéma des taux sanguins change au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a un changement au fil du temps. Et les études en imagerie à résonance magnétique du cerveau corroborent avec ces résultats. Relevant donc que des activités dans des zones cérébrales distinctes sont en train de se passer au cours de chaque phase. Cela veut dire quoi? Que la phase où nous tombons amoureux se termine véritablement entre 2 et 4 ans. Pour certaines personnes, ce n'est que 7 mois. C'est juste la manière de la nature de démarrer une relation. Donc, si nous pensons que c'est seulement ça l'amour, nous serons inévitablement déçus. Voilà pourquoi il y a un pic dans l'incidence des ruptures dans les relations après 2 à 4 ans. Pour être plus simple, voilà pourquoi les gens se séparent après 2, 3 ans, 4 ans. Parce que tout simplement, la phase où nous tombons amoureux se termine en réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque nous tombons amoureux? Il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale est responsable de la perception des émotions telles que la colère, la peur, la tristesse, ainsi que le contrôle de l'agression. L'amygdale aide aussi à stocker des souvenirs d'événements et d'émotions afin qu'un individu puisse reconnaître des événements similaires à l'avenir. En réalité, l'amygdale s'active quand nous tombons amoureux. Ce qui explique pourquoi des gens sont prêts à prendre des risques au prix même de leur vie. Mais en réalité, l'amygdale s'active et se désactive plus tard. Alors voilà pourquoi il ne faut pas prendre des décisions de vie lorsque l'amygdale est activée. Parce que l'amygdale vient juste pour nous dire qu'en réalité, quelque chose est en train de se produire dans notre cerveau. Et en réalité, quand nous tombons amoureux, des phénomènes sont en train de se produire.
Et c'est une réaction chimique qui se produit et qui en fait enclenche l'amygdale. Et souvent, ça nous amène à poser des actions où souvent nous nous demandons, mais pourquoi même j'ai fait ce genre de choses? Et des éléments qui contribuent à cela, par exemple, c'est la beauté physique. La beauté physique est comme un mirage. Elle semble être réelle de loin, mais plus on s'en rapproche, on se rend compte que ce n'est pas réel. C'est en fait idéaliser souvent les gens. Chercher l'amour donc basé sur la beauté physique peut engendrer une grande déception à la fin. Le mirage, c'est aussi courir après le bien matériel comme source de bonheur, puisque ce n'est pas en fait réel. La beauté intérieure, qui est l'expression de l'âme et des qualités spirituelles, c'est ce qui en fait doit être développé pour construire une relation solide à long terme. Et il faut comprendre, voilà pourquoi il faut comprendre que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or et paraître n'est pas toujours être. Alors le deuxième élément, c'est la sexualité. La plupart des gens confondent le sexe et l'amour. L'amour peut s'exprimer par le sexe, c'est vrai, mais le sexe en soi n'est pas nécessairement un acte d'amour. Si le sexe était nécessairement un acte d'amour, alors les prostituées seraient les plus amoureux. Parce que les prostituées font en fait de la transaction. Donc voilà pourquoi une sexualité mal gérée peut conduire souvent à la dépendance sexuelle et toutes ces implications négatives telles que la pornographie, la dépendance à la pornographie, à la masturbation, à la dépravation, et souvent avec ces conséquences d'avoir des enfants non désirés. Au plan spirituel, le sexe représente une façon pour la nature, si vous voulez Dieu, de pérenniser l'espèce humaine à travers la procréation. Le côté plaisir et attractif est un piège pour atteindre cet objectif cosmique. Alors, si vous n'êtes pas socialement prêt pour vous occuper d'un enfant, abstenez-vous du sexe. Ça ne tue pas. Quand on fait un enfant, on s'en occupe. C'est la responsabilité sociale. On ne peut pas compter sur quelqu'un pour s'occuper de notre propre enfant. C'est de l'irresponsabilité. Vous savez, j'ai demandé comme ça une fois à quelques couples âgés, près de 70 à 80 ans, l'importance du sexe dans leur vie de couple. Les réponses étaient pratiquement les mêmes. Ils disent qu'ils se soucient plus de l'intimité entre eux que le sexe lui-même. Vous voyez, voilà pourquoi les désirs de l'âme, qui sont en fait la paix intérieure, ne sont tellement importants pour la construction d'une relation à long terme que les désirs du corps, c'est-à-dire manger, dormir et avoir le sexe. Ce n'est pas mauvais, c'est important, mais il faut coupler ça avec en fait les désirs du corps et le faire dans un cadre beaucoup plus approprié. Également, l'élément 3 qui est très important, qui active l'amygdale, c'est ce qu'on appelle très souvent le transfert émotionnel. Qu'est-ce que c'est que le transfert émotionnel? Pendant notre enfance, nous nous attachons naturellement à ceux qui partagent nos préoccupations, nos aspirations les plus profondes, parents, frères, sœurs, amis proches, etc. Et au fil du temps, on perd ces relations. Les gens partent dans d'autres contrées, les gens meurent. Et lorsque nous devenons adultes, le subconscient projette ces expériences que nous avons eues dans le temps sur de nouvelles personnes. Je prends un exemple banal. Si vous avez une très bonne relation, par exemple, avec un ami dans votre enfance et que vous perdez cet ami, peut-être 20 ans après, vous pouvez voir quelqu'un qui a les mêmes traits que cet ami et ça peut déclencher une certaine énergie appelée en fait la romance ou le coup de foudre. Donc le transfert émotionnel peut être une expérience positive ou une expérience négative vécue dans notre passé. Cela explique pourquoi nous sommes attirés par quelqu'un qu'on vient de vous rencontrer pour la première fois ou quelqu'un qu'on peut répugner, qu'on vient de voir pour la première fois. Parce que le transfert émotionnel peut être aussi une expérience négative du passé. Donc en réalité, pour dire que le coup de foudre en réalité, c'est quelqu'un d'autre dans notre vie passée qui réagit dans une circonstance nouvelle, mais qui n'est pas la personne. Mais c'est un phénomène qui se passe en nous, qui en fait, c'est un phénomène qui se passe en nous
Et on a l'impression que c'est en dehors de nous, mais en réalité, c'est en nous que ça se passe. C'est une expérience passée que nous projetons sur une réalité nouvelle. Alors, pour conclure ce point, nous dirons que la beauté physique, le sexe, le transfert émotionnel sont des phénomènes éphémères. Voilà pourquoi il ne faut pas s'y fier pour prendre des décisions de vie. Ce n'est pas parce que vous avez eu un transfert émotionnel pour une personne que vous allez prendre une décision de vie pour la personne. Donnez-vous du temps. Alors, ce qui nous permet donc de nous apaisantir maintenant sur l'amour vrai. L'amour vrai est avant tout un principe et non un simple sentiment qui change selon les circonstances et le temps. C'est un amour mondocentrique ou cosmocentrique comme on l'a utilisé dans nos termes au départ. C'est un amour parental, un amour divin. C'est un acte sacrificiel pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre, pour une idée, pour une organisation. C'est un investissement que nous faisons en quelqu'un, en quelque chose, en une organisation. Il est désintéressé au départ et ne cherche pas un gain immédiat. C'est différent de l'amour transactionnel où, par exemple, nous donnons quelque chose et nous voulons quelque chose en même temps en retour. L'amour, le vrai amour ou l'amour vrai, il est plutôt préoccupé par le bien-être de l'autre. C'est prendre soin de ce que nous apprécions, de ce que nous aimons. L'amour vrai est aussi inconditionnel. En réalité, si vous aimez vraiment quelque chose, si vous aimez vraiment quelqu'un, vous n'avez pas besoin même de faire des efforts supplémentaires pour changer la personne. Les gens finissent par changer naturellement quand ils se sentent aimés. Ce principe s'applique aussi bien dans nos projets, nos business, nos professions. Et rappelez-vous toujours qu'il y a toujours un aspect sacrificiel dans l'amour. L'amour et la passion vont de pair. La passion qui veut dire souffrance sont intimement liés. Et donc, quand vous choisissez donc d'aimer, vous allez naturellement aussi expérimenter ce qu'on appelle la souffrance. C'est le symbole d'une mère qui accouche. Elle souffre péniblement, mais lorsqu'elle voit son bébé, elle est heureuse. Voilà pourquoi un proverbe hindou dit « Aimer, c'est avoir deux cœurs. L'un saigne et l'autre endure. » Ainsi, lorsque nous choisissons d'aimer, nous devons aussi embrasser la douleur qui va avec et l'endurance qui l'accompagne. Et l'une des meilleures définitions de l'amour est venue en fait de Simon Sinek. Simon Sinek qui est en fait un coach en leadership aux États-Unis. Il a écrit beaucoup de livres et donc dans le domaine du coaching et du business en leadership. Et Simon Sinek disait, l'amour, sa définition de l'amour disait, l'amour c'est de donner le pouvoir à une autre personne de nous détruire en espérant qu'elle ne le fasse pas. Si vous aimez un idéal, une vision, une personne, même quand vous êtes ignoré, repoussé, rejeté et même souvent trahi, vous pouvez continuer à investir et cela vous grandira émotionnellement. Si le but de votre relation consiste à gagner le cœur de votre partenaire, de votre conjoint, de votre patron et même de vos clients, vous pouvez continuer à investir dans la relation parce que l'objectif est noble et au-delà de la personne elle-même. L'amour vrai doit être lié à un objectif de vie, un héritage que vous pouvez léguer. Ainsi, vous pouvez vous permettre d'être patient dans l'investissement, dans la difficulté et surmonter toutes les douleurs qui l'accompagnent. Vous voyez, l'amour en réalité commence dans la famille. Voilà pourquoi la célèbre mère Teresa disait « Si vous voulez rendre ce monde meilleur, rentrez chez vous et aimez votre famille. » Les parents qui sont absents physiquement et émotionnellement pour des raisons quelconques ou qui sont violents et abusifs, immatures et irresponsables peuvent avoir un impact négatif sur la vie de leurs enfants. Ce n'est pas seulement ce que vous dites aux enfants qui les transforme, mais ce que vous êtes pour eux. Parce qu'en réalité, les enfants recherchent un modèle. Si vous n'avez pas reçu l'amour vrai de vos parents, il sera très difficile d'en donner quand vous serez adulte. Voilà pourquoi quand vous êtes adulte et que vous êtes dans une situation où vous ne voulez que recevoir de l'amour de l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre compréhension de l'amour, ou peut-être vous avez l'incapacité de donner l'amour, ce qui pourrait venir du fait que vous n'avez pas reçu de l'amour de vos parents. Et en ce moment, cela peut être comblé par un mentor, par un coach.
Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Si vous avez de l'eau dans un verre et que je vous demande du café, c'est clair que vous ne pourrez pas me donner du café. N'espérez pas que les autres vous donnent ce qu'ils n'ont jamais eux-mêmes reçu. C'est un principe fondamental de l'amour. Alors, les parents doivent donc payer le prix de l'amour sacrificiel. Pour les enfants, les parents doivent payer le prix de l'amour sacrificiel pour les enfants, pour que les enfants grandissent dans un environnement où ils comprennent qu'il y a un sens profond à l'amour qui consiste à se sacrifier pour les autres. C'est seulement les gens qui aspirent à la maturité de soi, en amour, qui doivent en réalité fonder une famille. Parce que quand on n'a pas compris ce que c'est que la maturité de soi et quand on n'aspire pas à la maturité de soi, les échecs sont probants en matière de construire une famille. Le stade de formation de l'amour, par exemple, les parents doivent donner de l'amour inconditionnel aux enfants. Donc les enfants comprennent, papa et maman m'aiment de façon inconditionnelle. Et donc ça montre déjà une image, un modèle de l'amour inconditionnel à l'enfant. Le stade de l'amour de croissance. Le stade de croissance de l'amour consiste à enseigner aux enfants le partage, le service et surtout la discipline, qui consiste à enseigner les conséquences des actions aux enfants et non la punition systématique qui consiste à utiliser la violence. C'est cet amour plus tard qui prépare l'enfant à devenir à l'amour conjugal. Parce que quand un enfant n'a pas reçu l'éducation du service, de la discipline, du partage, il sera très difficile pour lui, quand il t'engage dans une relation conjugale, de pouvoir effectivement partager les mêmes choses dans sa relation. Et le stade de l'amour, le stade de maturité de l'amour, on apprend à pratiquer l'amour parental. L'amour parental est sacrificiel, inconditionnel, inclusif et juste. C'est un amour divin. Donc, en réalité, quand on expose dans le contexte du leadership, le leader doit pouvoir incarner l'amour parental. C'est un amour cosmocentrique. C'est l'un des critères fondamentaux du leadership. Par exemple, si les gouverneurs, les leaders souhaitent que le peuple se sacrifie, ils doivent d'abord eux-mêmes montrer l'exemple. Parce qu'en réalité, ceux qui sont à des niveaux de conscience moins bas recherchent des modèles d'amour. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes aussi commencent à incarner ce qu'on appelle le vrai amour. L'amour est dirigé vers et jamais en attente de l'autre. C'est un verbe d'action. C'est pourquoi il faut attendre moins des autres et s'investir plus dans la relation. Quand quelqu'un tient par exemple sa promesse envers vous, soyez reconnaissant et félicitez la personne. Parce que tenir sa promesse est une denrée rare de nos jours. C'est un acte d'amour vrai. L'attente envers les autres n'est pas de l'amour vrai. C'est un amour égocentrique. Voilà pourquoi cela crée la déception et la frustration. Donnez aux autres plusieurs chances de grandir, mais ne vous laissez pas exploiter par les gens égoïstes et cupides. Sachez dire non et stop quand il s'agit de la violence physique et des abus. La dépendance émotionnelle ou dépendance affective conduit tôt ou tard à l'échec dans nos relations. Voilà pourquoi il est important d'apprendre l'indépendance émotionnelle qui conduit nécessairement à l'interdépendance émotionnelle qui est le fondement de la réussite dans nos relations de couple et même dans les partenariats. Malheureusement, certaines personnes qui sont mentalement instables n'ont pas les capacités nécessaires d'aimer. Alors, de telles personnes, quand vous constatez, en tant que dans votre relation, quand vous constatez cela, à amener les personnes à chercher un professionnel, un psychologue ou un psychiatre pour pouvoir aider ces personnes à guérir de leur situation. En réalité, ils ont besoin plus de guérir que de s'engager dans une relation. Alors, dans le contexte donc de l'amour vrai, comment choisir son conjoint? Choisir votre conjoint en se basant uniquement sur l'amour romantique pourrait être la plus grave erreur de votre vie. Le sentiment romantique n'est pas mauvais ou satanique en tant que tel, seulement que c'est un phénomène éphémère. L'amour vrai commence quand le sentiment même souvent disparaît, parce que vous commencez à comprendre que l'autre a des valeurs auxquelles vous pouvez vous attacher. La croissance émotionnelle commence quand le sentiment romantique s'évapore. Ça permet de comprendre le caractère de l'autre,
de comprendre les valeurs auxquelles la personne est attachée et aux visions que vous voulez construire ensemble. Le choix de votre futur conjoint va façonner votre destin. Donc, ne faites pas des choix basés seulement sur des sentiments éphémères du moment. Ce n'est pas parce que vous avez un sentiment à un moment donné pour quelqu'un que vous pensez que c'est cette personne que vous devez faire avec qui vous devez faire le restant de votre vie. Vous-même, je suis sûr que pour les adultes qui regardent ça, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes dans le passé, vous avez des relations, vous êtes tombé certainement amoureux de beaucoup de personnes dans le passé. Vous n'avez pas forcément marié ces personnes. En réalité, la bonne personne est en fait la personne avec qui vous effectivement construisez quelque chose qui est plus au-delà de l'amour romantique. C'est basé sur en fait le sacrifice, le don de soi pour le restant de votre vie, même quand les sentiments ne sont plus là. La question que vous devez vous poser, est-ce que je veux être avec cette personne même si un jour je ne ressens plus rien pour elle? Si oui, ça veut dire que vous avez découvert quelque chose qui est plus que l'amour sentimental, la romance. Et donc, certainement que vous êtes sur la bonne voie. Donc, au-delà des sentiments, ayez des valeurs auxquelles vous êtes attachés, une vision d'ensemble, commune, une vision commune, une mission de vie au-delà de tout dans le choix que vous voulez faire. Alors, comment donc construire la confiance en vous et les autres? Entre efficacité et confiance, la confiance vient d'abord. Construire la confiance entre vous et les autres, votre conjoint, vos partenaires d'affaires, votre boss, si vous voulez, vos employés, consiste d'abord, chaque fois que vous faites une promesse, tenez vos promesses. Être ponctuel, par exemple, est un élément qui construit la confiance. Faire ce que vous devez faire dans les délais aide à construire la confiance. Sortir de la procrastination vous permet de pouvoir en fait construire la confiance. Évitez de sortir des excuses de tout le temps et prenez vos responsabilités. Et si vous n'êtes pas sûr, par exemple, de tenir une promesse, ne la tenez pas. Vous promettez toujours avec peut-être des incertitudes. Vous pouvez peut-être dire, vraiment, je ne suis pas sûr que je pourrais faire, mais je ferai de mon mieux. Mais si je n'ai pas pu faire, je le ferai prochainement. Certaines personnes pourraient même vous détester si vous faites des promesses que vous ne tenez pas de façon constante. Respectez vos engagements aussi personnels que professionnels. Ça s'appelle de l'intégrité. Quand vous dites, faites-le. Ça permet de renforcer la confiance en vous et les autres. Alors, l'amour vrai et le développement émotionnel sont liés. On grandit émotionnellement par le sacrifice, le don de soi et l'engagement constant dans une relation mutuelle. Le résultat d'un tel engagement est la paix du cœur ou le bonheur personnel avec le temps. Être émotionnellement développé, ou ce qu'on appelle très souvent l'intelligence émotionnelle, est un facteur essentiel de réussite dans vos relations et même dans votre vie professionnelle. Si vous avez des difficultés à aimer, trouvez-vous un mentor, un coach avec qui vous pouvez en fait, qui veut vous accompagner, vous aider à pouvoir effectivement comprendre le vrai sens de l'amour. Et en ce qui concerne votre appel divin, parce que nous sommes tous ici par rapport à une mission de vie, entrez en vous-même et demandez-vous, qu'est-ce que j'aime au point où je suis prêt à donner ma vie entière pour? S'il n'y a pas de réponse, continuez la réflexion et observez votre vie, rentrez en vous-même, regardez votre propre histoire, faites des prières personnelles jusqu'à ce que vous découvrez ce pourquoi vous êtes sur cette terre et engagez-vous à fond, sacrifiez-vous pour ça. Aimer, c'est donner le temps, l'énergie, y compris la souffrance qui l'accompagne. Par exemple, un exemple banal, c'est ceux qui aiment l'Afrique de façon sacrificielle qui sont des vrais panafricains. C'est ceux qui aiment la Côte d'Ivoire de façon sacrificielle qui sont en fait les vrais Ivoiriens. Donc, en réalité, quand on échoue à pratiquer le principe de l'amour, l'option qui nous reste, c'est ce qu'on appelle très souvent le principe de la restauration que nous allons étudier dans la séance 6. Alors, une étude de cas qui va certainement vous aider à mieux comprendre ce phénomène de l'amour romantique et le vrai amour. Aïcha et Ahmed se sont rencontrés à l'université en première année de droit. Ahmed était très intelligent et la plupart des enseignants l'admiraient. Un jour, après les cours, Aïcha s'est approchée d'Ahmed et lui demanda s'ils pouvaient étudier ensemble. Ahmed se sentait un peu mal à l'aise au départ, mais finalement a accepté l'idée d'Aïcha.
Aïcha était très belle, musulmane et dévouée, très dévouée. Elle a toujours exécuté ses prières quotidiennes avec sincérité et portait son voile, hijab, chaque fois qu'elle était en public. Après quelques semaines, Ahmed et Aïcha sont devenus des amis très proches. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble. Il ne faisait aucun doute qu'ils s'aimaient à la folie. Ils décidèrent donc de rendre les relations officielles. Malgré quelques résistances des parents d'Aïcha, ils ont quand même continué et finalement se sont mariés. Les parents d'Aïcha voulaient qu'elle finisse ses études d'abord avant de s'engager dans le mariage, mais ça n'a pas été le cas. Quelques mois plus tard, Aïcha et Ahmed se sont mariés et avaient l'air d'être vraiment très heureux ensemble. Pendant les 5 années qui se sont écoulées, tout allait presque bien chez eux et dans leur couple. Ils ont eu 2 enfants et Aïcha était de nouveau enceinte de leur 3e bébé. Ahmed était devenu un avocat et par la force des choses, Aïcha, comme vous le savez, ne pouvait pas continuer ses études et elle était donc à la maison pour prendre soin des enfants. Depuis quelque temps, le comportement de Ahmed avait changé et Aïcha ne savait pas pourquoi. Il rentrait tard et souvent même passait des nuits au travail. Pour rien, il se disputait et Ahmed la boudait pendant des jours. Un jour, Aïcha perçut des messages et des photos dans le téléphone de Ahmed qui a bouleversé sa vie ce jour-là. Elle découvrit que l'homme qu'elle aimait avait une autre vie conjugale. Donc, quand il est rentré, elle le confronta avec des preuves à l'appui. Ahmed ne pouvait pas nier les faits. Il confessa que depuis 3 ans, effectivement, il était tombé amoureux d'une de ses collègues, avocate également, et qu'il aimait beaucoup. Elle lui avait fait un bébé et elle était de nouveau enceinte. Aïcha était choquée et pleura presque toutes ses larmes, les larmes de son corps. Elle aimait toujours Ahmed et elle a tout sacrifié pour lui. Elle se sentit trahie et ne savait que faire. Et du côté de Ahmed, bien qu'il ne ressentait plus rien pour Aïcha, il souhaitait quand même rester avec elle à cause des enfants. Alors, question pour vous. Selon vous, Aïcha et Ahmed se sont-ils vraiment aimés? Amour romantique ou vrai amour? Expliquez. 2. À la place d'Aïcha, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez Ahmed, qu'auriez-vous fait? Quels sont les facteurs qui ont contribué au dysfonctionnement dans le couple? Et 5. En quoi est-ce que cette situation pourrait affecter la vie professionnelle d'Ahmed? Alors, pour terminer, nous allons donner quelques conseils aux jeunes filles. Quelques conseils pratiques pour les jeunes filles. Prenez votre temps avec votre compagnon. Prenez vos précautions. Ne tombez jamais enceinte uniquement par amour, mais parce que vous avez les moyens de vous en occuper. Je suis dans une posture qui m'oblige à vous dire la vérité. Petite sœur, chaque jour, je vois des femmes pleurer, j'entends des femmes se lamenter. C'est dur d'être une femme, surtout en Afrique. C'est dur d'être une mère qui se cherche. Et c'est dur d'être une mère célibataire qui se cherche financièrement tout en étant assoiffée d'attention. Parce que ça vous fragilise. Ça vous rend vulnérable. Et parce que fatiguée de porter les responsabilités de son enfant toute seule avec la peur du lendemain, cela vous fragilise, ça vous rend vulnérable. Ça vous prédispose au prochain faux pas, à la prochaine grossesse avec un père démissionnaire. Je connais des tas de mères célibataires qui luttent au quotidien, qui font les durs quand on leur parle d'avance d'hommes. Croyez-moi, sur le coup, elles pensent très sincèrement qu'elles ont été suffisamment guéries par leur échec pour se laisser encore avoir. Puis, à force d'être sans cesse en posture défensive et parfois agressive, elles dévoilent aisément leurs cartes et se font avoir de la plus belle manière pour avoir de lourdes responsabilités d'une mère esselée, et de drainer encore son énergie à courir derrière un homme qui n'était venu que pour relever le défi qu'il s'est donné de vous avoir uniquement dans son lit. Si vous n'avez pas de revenus fixes, ne tombez pas enceinte parce que la nature humaine est changeante. Surtout si vous n'avez pas aucun engagement légal avec quelqu'un. 9 mois, c'est long et beaucoup de choses peuvent se passer. Le visage que vous avez toujours cru connaître peut changer.
Le cœur qui disait n'être qu'à vous peut aimer une autre. Vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un pour monter sur une table d'accouchement. Surtout quelqu'un qui ne vous aime plus. Être entre la vie et la mort et mourir à cause d'un médicament qui n'a pu être acheté par méchanceté, parce qu'on veut se débarrasser de vous, ou par négligence, ou encore parce qu'on n'en a pas les moyens. Ne tombez pas enceinte si vous n'avez aucun parent pour garder votre enfant le temps où vous courez dans la journée chercher de l'argent. Ne tombez pas enceinte si vous êtes une orpheline, en comptant sur la famille pour vous aider à élever votre enfant. Je connais beaucoup de jeunes filles qui ratent des opportunités d'emploi parce qu'elles n'ont personne au monde à qui confier leur enfant. Elles n'ont pas les moyens de payer une garderie et elles ne peuvent même pas s'offrir le luxe de postuler au moindre emploi, même si c'était payé avec 5 000 francs seulement, ne serait-ce que pour nourrir leur enfant, simplement parce qu'elles ne peuvent pas amener les enfants sur le lieu de travail. L'entrepreneuriat devient alors leur seul refuge, alors qu'à la base, l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tout le monde. Une seule grossesse au mauvais moment, avec la mauvaise personne, peut en fait vous entraîner dans des regrets en un point fini. Et cela peut même entraîner une situation d'échec enchaîné et répétitif au point où vous arrivez à croire que vous êtes maudite et croire que Dieu ne vous aime plus. Abstenez-vous ou préservez-vous. Croyez-moi, ce célibat qui vous semble tellement pesant aujourd'hui, que vous faites tout pour vous mettre dans des problèmes inutiles, des femmes donneraient tout pour se retrouver à zéro, sans enfants, sans compagnon, parce qu'elles ont compris tôt ou tard qu'elles avaient tout le temps pour franchir ces étapes dont elles ont parfois brûlé le processus trop vite. Petite sœur, sois prudente. Si tu es pauvre, rien ne presse, abstiens-toi. Cela, c'est une information. Ce texte vient de Ariel Heaven, expérience de vie, que je présente ici. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé le principe de l'amour. Nous vous invitons donc à vous préparer pour le principe 4, qui est le principe de la restauration, qui est en fait lié au principe de l'amour. Merci beaucoup et à bientôt. Pour toute préoccupation relative au principe de l'amour, nous vous ferons le plaisir de vous proposer un accompagnement, coaching particulier. 1. Comment réussir une relation conjugale. 2. Comment trouver l'homme ou la femme de sa vie. 3. Comment prévenir les chagrins d'amour. 4. Comment reconnaître le partenaire idéal. 5. Comment distinguer l'amour vrai du faux.